9h, 10h, débat et controverse. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Bonjour et bienvenue, l'actualité jusqu'à 10h. Je vais juste commencer en vous citant quelques lignes lues sur le site du point.fr qui, vous savez, s'est procuré ce fameux rapport Perruchot sur les circuits financiers des syndicats patronaux et syndicats de salariés. Il y a 249 pages de rapport, si vous avez le temps de lire ça ce week-end. Voilà ce qu'on lit sur le site du Point. Les syndicats patronaux, en dépit de leur opulence, tapent dans les fonds des organismes paritaires. Les syndicats ouvriers vivent au crochet de l'État et des organismes paritaires. Le syndicat agricole dominant, la FNSEA, a un art éprouvé pour confondre fonds publics et militantisme. C'est un rapport consternant de la vie syndicale en France, à base de combines et de faux semblants, où l'État participe à un jeu de rôle avec des apparatchiks syndicaux qui ne représentent pas grand-chose. Il ne s'agit surtout pas de faire du syndicat bashing, mais juste de vous inviter, si vous voulez en savoir plus, et vous informer par vous-même, car c'est possible, à aller lire ces 250 pages de rapport que la commission parlementaire qui avait commandé ce rapport a décidé ensuite de passer sous silence en supprimant toutes les copies et en conservant qu'une ou deux dans les archives de l'Assemblée nationale. Il est sorti. Allez savoir pourquoi. Est-ce que ce serait en lien avec les propos de François Fillon ce matin sur la volonté de retirer aux partenaires sociaux les milliards de la formation professionnelle ? Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler parce qu'il nous faudrait une heure, mais en tout cas, je voulais absolument vous alerter là-dessus. Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire et il est l'auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, publié aux éditions Yves Michel et animateur du blog www.les-crise.fr. Jean-Louis Mullenbach, bonjour Jean-Louis. Bonjour Nicolas. Associé de Bello Mullenbach et associé, cabinet d'audit et d'expertise financière, et Jean-Michel Steck, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est le patron de Blackstone en France. Alors, la Grèce, on a visiblement peut-être un accord lundi. On ne va pas faire les minutes des millions qu'on trouve, qu'on ne trouve pas. On vient de vivre une semaine neuve sur la Grèce, malgré tout, malgré l'absence d'accord avec les créanciers privés, malgré ce vote qui pour l'instant n'a pas été suivi par le nouveau plan d'aide. On a vraiment deux écoles aujourd'hui, et ça a été très marqué dans l'émission 9-10 de mercredi avec Marcus Kerber, cet universitaire allemand. On a l'école de ceux qui vous disent « il faut sauver la Grèce, il faut la garder dans la zone euro, il faut aller vers les États-Unis d'Europe ». Il ne faut surtout pas imaginer qu'elle puisse sortir de la zone euro, ce serait un cataclysme pour ce pays et pour tout le monde. Et l'école en face qui dit, avec également des arguments, voilà, l'euro a été une expérience qui n'a pas fonctionné. Actons l'échec de cette expérience, passons à autre chose, réorganisons la zone en deux grands ensembles, chaque ensemble réunissant des pays qui se ressemblent suffisamment pour pouvoir vivre ensemble et partager la même monnaie. Jean-Michel Steck. Écoutez, au moins le débat avance, si j'ose dire. Les positions sont claires, il n'y a plus toute la confusion qui a été entourée le début de la crise. Maintenant, il y a ceux qui veulent effectivement faire l'Europe des grands blonds, je veux dire scandinave, germanique, saxonne. Il s'agit de ça. Il s'agit tout à fait de ça. Et l'Europe du Sud, latine, grecque, petite trapue. Ce que François Anglais appelle l'Europe des buveurs de vin et l'Europe des buveurs de bière. Exactement. Mais et les deux, chacun disant, voilà, on se ressemble. Qui se ressemble culturellement s'assemble économiquement. Et les grands blonds viendront en vacances en Grèce et en Italie pour dépenser leur euro fort. Je comprends que c'est intellectuellement logique. Je pense que ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas plus cette fois-ci que ça n'a essayé. Mais qu'est-ce qui n'a jamais marché ? Cette espèce de Saint-Empire romain germanique, ce n'est pas arrivé, ça n'a jamais réussi dans l'histoire de l'Europe. Ça ne va pas réussir cette fois-ci plus. Je crois que l'Europe est une réalité, malgré tout, avec sa diversité, depuis la Suède jusqu'à la Méditerranée. Il faut assumer les difficultés de la construire et justement le potentiel que ça crée. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire. Olivier Berruyer. En fait, ce qui n'a jamais marché, c'est des unions monétaires sans un État fort et puissant en face, avec un vrai budget qui permet d'équilibrer les économies. Avec des phénomènes de compensation entre pays comme ça existe aux États-Unis. Exactement. Enfin, en tout cas, l'euro dans sa configuration actuelle ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir une telle zone qui n'est guère optimale sans avoir un budget en face. Alors on arrive au moment de vérité où il va falloir choisir. Marcus Kerber nous a dit c'est en 2013 que les choses vont se dénouer définitivement. Oui, enfin d'ici un an ou deux. Est-ce qu'on veut garder un euro, et on peut réfléchir sur la taille optimale de la zone, mais dans ce cas-là, il faut un budget et il faut avoir des peuples qui soient prêts à réaliser des transferts massifs, pour être clair, de l'Allemagne et de la France vers la Grèce, vers l'Espagne, vers l'Italie. Ça, c'est un choix. Après, on est prêt ou on n'est pas prêt à faire ça.
si on n'est pas prêt, ça ne tiendra pas. On a beau lancer toute l'idéologie, les belles idées politiques qu'on veut, à la fin, c'est l'économie qui va gagner. La Grèce rentre en dépression carabinée, c'est sa 5e année de récession de suite. On a vu au mois de novembre que le taux de chômage grec est passé de 19% à 21% en un mois. Un jeune sur 2 est au chômage. Un jeune sur 2 est au chômage. Pour situer en France, ce serait à peu près l'équivalent en un mois d'avoir 800 000 chômeurs de plus. Voilà, c'est ce qui est arrivé en novembre à la Grèce. Donc voilà, la zone n'est pas optimale. Est-ce que les peuples sont prêts à de tels transferts ? Bon, j'avoue que j'ai des doutes. Je ne sais pas, il n'y a pas d'idéologie là derrière. Il va y avoir du pragmatisme. Les mots ont changé. On n'a vécu une semaine où les mots ont changé. Les mots ont changé entre les négociateurs, les hommes qui se rencontrent à Athènes, la Troïka, où visiblement il y a des moments où ça chauffe, ça gueule, semble-t-il. Et quand le ministre des Finances, Venizelos, déclare « plusieurs pays ne veulent plus de nous », j'ai l'impression que c'est vrai. Jean-Louis Muhlenbach, votre avis là-dessus ? Oui, je crois que fondamentalement, le questionnement grec nous renvoie à nos propres problèmes. Totalement. Tout à fait. Parce est-ce qu'on est européen ou pas ? On a fait disparaître le marché d'échange. On en est très content. Ça a un tas d'avantages évidents. Et là, la zone euro est un succès. Mais la contrepartie, c'est qu'on a oublié apparemment le marché des dettes souveraines. Si on veut une monnaie commune, ça veut dire qu'à terme, on aura une dette commune. Absolument. C'est la seule façon de s'en sortir. Donc, grâce aux Grecs, on se pose des vraies questions. Alors, on est très choqués qu'on enlève la souveraineté à l'État grec, etc. Chaque État parce est que responsable chaque État, de lui-même, dit Schäuble. Oui, Chaque État est responsable de lui-même, dit le ministre des Finances d'Allemagne, qui est un europhile. Oui, mais qui est un attendez, mais si personnage on mesuré, refuse de modéré. donner à l'Europe des pouvoirs supranationaux, on ne fera jamais l'Europe. Donc moi, je ne suis pas du tout choqué qu'on soit extrêmement dur avec la Grèce, parce que la Grèce, pendant 10 ans, a triché, a rusé, etc. Et ça ne peut pas être un puissant fond non plus, même si je suis d'accord avec Olivier sur le fait qu'à terme, il y aura des transferts et tout, et que ça ne me choque pas du tout. Mais néanmoins, il faut que la Grèce, il faut qu'on aide la Grèce à se remettre en ligne. Donc ça, c'est absolument pas choquant. C'est pas être anti-grec que de faire cela. Ce qui serait anti-grec, c'est effectivement de laisser la Grèce sortir de l'euro, parce que là, pour le coup, c'est catastrophique pour les Grecs. Pour les Grecs, ils en prennent pour 30 ans. Et pour nous, quand on nous dit aujourd'hui, oui, il n'y a pas de risque de contagion, quand on voit le PIB sur le Portugal, comme au 4e trimestre, moins 1,3%. Un risque géopolitique entre on ne veut pas avoir une Somalie il a complètement raison quand même. La Grèce a été quand même envahie par l'Empire ottoman. Regardez les propos qu'on entend chez des patrons de Bosch, patrons de Linde, qui dit mais c'est un pays avec des retraités fantômes, c'est un pays avec des riches qui ne payent pas l'impôt, c'est un pays qui n'a pas de cadastre. Ils ne croient plus à la capacité. Ils n'ont pas tort quand même. La Grèce n'est pas un État, si vous voulez. Elle n'a jamais été capable de lever l'impôt. Donc il faut véritablement quand même qu'ils acceptent les règles du jeu. Il n'y a aucun doute. Mais oui, moi ça ne me choque pas qu'on dise mis sous tutelle. À partir du moment où on a tellement déraillé, tellement dérivé, c'est pas surprenant qu'il y ait une mise sous tutelle. Mais c'est précisément ça qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, nous, la France, mais bien sûr, on est derrière. Dans 3 mois, qu'est-ce qui se passe ? C'est ça le problème. Et quand vous voyez aujourd'hui l'offre politique 2012 par rapport à la réalité de notre pays, le déclin dans lequel nous sommes, c'est absolument époustouflant. Si vous voulez, on pourra s'y arrêter. Consternant est le mot, époustouflant, non ? Consternant est le mot. Je suis d'accord. Les puissances de l'Europe jouent avec le feu, dit le ministre Venizelos. La Grèce sera en défaut de paiement le 20 mars. Et pour l'instant, la BCE fait le job. Et la BCE va probablement céder à prix coûtant ce titre grec au Fonds européen de stabilité. Normal, bien sûr. Pas normal. Ce serait pas normal qu'elle fasse une plus-value. À part que mon fameux Marcus Kerber était là mercredi et il a estimé que la politique de Mario Draghi était une politique monétaire criminelle. Ah oui, bien entendu. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Nous revoilà avec Olivier Berruyer, avec Jean-Louis Muhlenbach, avec Jean-Michel Steg pour tirer le bilan de cette semaine grecque où les positions s'installent, se radicalisent. L'ambiance n'est pas bonne, clairement. Et la BCE fait le boulot. Est-ce que la BCE fait du bon boulot ? Est-ce que la BCE a raison de refaire une opération de liquidité massive à horizon 3 ans à 1% ? Est-ce que la BCE a raison de se défaire de ces titres grecs ? D'ailleurs, de prendre un peu le large de la Grèce, d'une certaine manière, par rapport à son bilan, en les cédant au Fonds européen de stabilité financière au prix auquel elle les a achetés. Elle avait à l'époque une décote, donc il y aurait une plus-value dont la Grèce pourrait bénéficier. Bravo. Mario, oui, mais il n'a pas un comportement dogmatique. On pensait qu'il était installé par les Allemands pour mener une politique complètement rigide et au résultat, au terme de laquelle on risquait de guérir, d'être mort au moment où on était guéri. Il a l'intelligence
d'assouplir le fonctionnement de la BCE et directement et plus largement indirectement de participer au financement de l'économie pour éviter que les ajustements auxquels nous sommes en train qui sont en train d'être mis en place dans l'économie européenne ne se traduisent pas par une hyper-récession. Un ralentissement, c'est clair, une hyper-récession, non, parce qu'il y a suffisamment de liquidité. On évite la crise de liquidité. Excusez-moi, on le limite parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent qui ne sont pas liés à la BCE. On va peut-être en parler, les facteurs comptables, les facteurs réglementaires, BAL 3, etc., qui poussent au crédit crunch. Mais en tout cas, il en amortit les effets dans une grande mesure. Et je pense qu'il a raison. Jean Mullenbach, vous êtes sur la ligne. Heureusement, il y avait un cercle vicieux en fin d'année qui était redoutable. Oui. C'était les dettes souveraines et le risque de faillite bancaire. On a vécu un mois de janvier boursier Mais sublime. On grâce avait à ça. le mois de décembre, et moi je peux vous dire que nos clients ne trouvaient plus de crédit de trésorerie. Il y avait des projets à financer. sûr. On ne trouvait. Non, mais le mois de décembre, ça a été. Ils ne savaient plus où mettre leur liquidité. Début décembre, Chercher ça a des été. banques, Ah, des mais banques centrales. on n'imaginait pas à quel point on était au bord du gouffre au début décembre. Tout à fait. Et véritablement, si vous voulez, Mario Draghi a cassé, a brisé ce cercle vicieux. C'est une injection de liquidité illimitée. Ça n'a pas que des avantages. Ça dope un peu la valeur des actifs. On voit les marchés. Alors, doper un en peu ce la moment. valeur des actifs, ça peut s'appeler dans des périodes d'histoire de l'inflation, voire de Ouais, bien sûr. l'hyperinflation. Oui, mais bien sûr. Non, Monsieur Greenspan a un peu dopé la valeur des actifs, on va dire, partout. avec Oui, ses oui, dollars oui. gratuits pendant 10 ans. On l'a Les- encensé pour après pour le démolir. Bon, après. mais on ne fera pas ça pendant 10 ans. Non, on n'aura ne pas les fera pas moyens. ça pendant 10 ans. Voilà, enfin, en tout cas, heureusement, si vous voulez, que ce LTRO est arrivé. Absolument. Il est tout Ce à qui fait. me frappe quand même, Jean-Louis, c'est que la Bundesbank n'y participe pas. Enfin, elle ne soutient pas. si. Non, attendez. Jean-Michel Steg, elle n'a pas. Alors, il y a eu un truc très précis. La BCE a décidé d'abaisser ses exigences en matière de qualité des collatérales que les banques déposent en échange des liquidités. Il y a 7 banques qui, visiblement, ont accepté dans l'eurosystème de suivre cette dynamique de l'abaissement des qualités de collatéral. La Bundesbank n'en fait pas partie. La Deutsche Bank nous dit je n'ai pas fait le LTRO 1, je n'irai pas au LTRO 2. Oui, elle va le C'est de la chercher. monétisation déguisée. Parce qu'elle a l'argent directement, indirectement par la Bundesbank. Je veux dire, Oui. la BCE prête à la Bundesbank qui prête à la Deutsche Bank. C'est pour ça que je disais que c'était un mécanisme souvent indirect, plus que direct. Mais dans la réalité des choses, toutes les banques, et en particulier la Deutsche Bank, je peux vous dire, bénéficient actuellement de cette injection de Bien sûr. liquidité. Olivier, on a raison. Oui. On a raison de faire ça. Vous êtes draguien en ce moment. Absolument pas, parce que vous savez très bien que je ne l'ai jamais été. On a ici une illustration de ce qui se passe depuis 6 ans, depuis que la crise a commencé. C'est-à-dire que face à un problème, on essaie de gagner du temps en créant le futur problème qui va être encore plus gros que le précédent. La BCE a prêté 490 milliards aux banques fin décembre, en effet. Les banques en ont redéposé 530 aujourd'hui dans ces comptes. Donc en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucun effet sur le crédit, forcément, puisque l'argent n'a pas encore On va parler des banques. été libéré dans l'économie. Belle idée, cette semaine, la BCE a encore dégradé la qualité des actifs qu'elle accepte pour la future opération de la fin du mois. 29 qui février, s'annonce nouvelle injection de liquidité. A priori, peut-être entre 500 et 1000 milliards d'euros. Enfin, c'est des sommes qui sont hallucinantes, qui en effet vont doper les marchés pendant quelques mois. En quoi on a résolu nos problèmes ? En rien. Effectivement, on va gagner du temps. Les banques espagnoles, les banques italiennes ont emprunté de l'argent à 3 ans à la BCE pour aller le prêter aux États italiens, aux États espagnols, d'où la petite amélioration sur les taux. Au final, quand il va falloir restructurer les dettes, il va se passer quoi C'est justement, et c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que vous êtes en train de lier fortement les États et les banques alors que vous avez un problème de solvabilité sur les deux. Donc on est en train, sans doute, de préparer, en tout cas d'augmenter des risques colossaux en se réjouissant d'un petit effet d'amélioration à court terme. Bon, rendez-vous dans 6 mois, dans 9 mois, quand il faudra restructurer. Regardez, la BCE, on était content qu'elle ait acheté de la dette grecque il y a 9 mois. Ça avait amélioré un peu les taux grecs. Alors on voit qu'aujourd'hui, le taux à 2 ans grec, il est à 200%. Et que la Grèce risque de faire défaut et de restructurer la part de la BCE. Alors c'est bien que la BCE s'en débarrasse assez vite. Enfin, en tout cas, la BCE est sous risque maintenant sur des emprunts d'États grecs. Qu'est-ce que la BCE fout avec des États grecs, avec des obligations grecques ? Elle a actuellement toujours ses obligations espagnoles et italiennes. Si l'Italie se prépare à restructurer, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle saute, la BCE ? Enfin, C'est justement le rôle de la BCE d'empêcher la crise en Europe. C'est la Banque Centrale Européenne. C'est son boulot. Non, c'est pas son boulot. Son boulot, c'est justement de gagner du temps, ce que vous avez l'air de critiquer, en disant il faut, si on veut pouvoir réformer et restructurer, et je suis d'accord qu'il faut faire des réformes de structure, on n'arrivera pas à le faire dans la panique de fin décembre où les gens sont pris à la gorge. Là, on va à la catastrophe. Si on veut pouvoir faire des réformes de structure qui doivent être faites, il faut qu'on gagne du temps. On n'opère pas complètement à chaud, qu'on ait la possibilité de prendre les mesures qui doivent être prises sans que les gens soient au bord de la faillite. Alors, là où je vous rejoindrai,
c'est si ça constitue juste une excuse pour en permanence repousser le problème, ne jamais l'adresser, c'est exact. Mais le fait de vouloir gagner du temps et d'éviter qu'on aille dans le mur instantanément est quelque chose de normal et de responsable de la part de la BCE. Après, c'est plus le job de Mario Draghi, ça devient le job des dirigeants des États européens de mettre en place, dans chaque pays, les mesures de réforme structurelle qui vont permettre d'arrêter l'hémorragie. Pour l'instant, quand vous êtes rentré en salle d'opération, vous avez eu un accident de la route, on commence d'abord par vous brancher des litres et des litres de sang. Et je dirais, après, on opère. Le problème, c'est que c'est du sang contaminé qu'on est en train ici d'injecter aux patients. C'est pas le rôle de la BCE. La BCE, elle est là pour donner de la liquidité aux banques. Elle n'est pas là pour se transformer en banquier à 3 ans. Ne laissez pas mourir sur la table d'opération, c'est pas possible. Mais c'est pas le rôle de la BCE. Mais le problème, c'est que la BCE va mourir, quoi. Vous avez le chirurgien va mourir. Voilà, dans ces cas-là, la Banque d'Angleterre est condamnée et la Réserve fédérale américaine est condamnée. Ah, mais rendez-vous. Ah bon, alors on va monter dans les collines avec nos carabines et nos boîtes de conserve. Jean-Louis Non, mais là, ça aurait été la politique du pire, quoi. Déjà qu'on allait vers une austérité importante en Europe, si en plus vous rajoutiez le risque de credit crunch, le risque de faillite bancaire, là, c'était la panique totale. Et c'est pas comme ça que l'Europe va se sauver. Elle va se sauver, comme le dit Jean-Michel, effectivement, en mettant en place des réformes structurelles, en baissant les dépenses publiques, etc. Et de toute manière, elles le feront. Les candidats ont beau, nos candidats ont beau ne pas en parler. Il va bien falloir qu'ils le fassent parce qu'ils sont sous l'observation des marchés. Jean-Louis Mulenbach, ce que vous décrivez est un scandale par rapport à ce qu'on nous propose pour la présidentielle. Enfin, vous voyez les réformes structurelles que vous appelez de vos voeux dans les programmes. On est en train de dire on va réformer on ne sait plus comment faire, donc on passe par le référendum, par exemple. On dit voilà, on sait très bien que aujourd'hui le système syndical et ni le système syndical ni le système d'information professionnelle ne marchent en France. Donc ni l'un ni l'autre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le casse. On propose de le casser en supprimant le financement commun qui était celui qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. D'une certaine manière, c'est mettre en place de facto une réforme structurelle. C'est ce qui se passe en Italie. Est-ce que c'est Mario Jean-Michel, c'est ce qui va se passer, ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Italie, ça va se passer en France, etc. Donc on y va tout droit, bien entendu. On ne peut plus continuer comme ça. Mais c'est quoi qui se passe en Grèce? C'est quoi les réformes dont on parle? Les réformes qui viennent d'être votées par le Parlement grec cette semaine, c'est-à-dire le SMIC à 500 € et 400 € pour les jeunes. C'est ça l'avenir, avec des mesures. C'est le 6e plan d'austérité. Ça fait les 5 premiers n'ont pas marché et entraîne la Grèce dans des récessions, dans de la dépression de plus en plus prononcée. La Grèce, elle ne pourra pas rembourser en plus les 130 milliards qu'on se propose de lui prêter. On est en train de se battre pour aller prêter 130 milliards d'euros à un État qui ne peut pas rembourser. Olivier, Cohn-Bendit dit hier que la Troïka agit de manière criminelle en mettant la Grèce à genoux. Alors il est dans un rôle politique, mais je veux dire, surtout avec son histoire, je trouve qu'il est particulièrement bien placé pour nous raconter ça. Ça fait hurler de rire. Je veux dire, bien entendu qu'ils ne vont pas être en mesure de rembourser. Ce qu'on demande, c'est qu'ils se passent sur un mode de fonctionnement où ils ne continuent pas de creuser le déficit. Mais ils ne peuvent pas, ça ne marche pas. Ils ont augmenté la TVA, ils n'ont pas eu 1 € de plus et qui rentre. Ils n'ont pas encore de fiscalité moderne. D'ailleurs, du coup, pas une histoire de fiscalité. On est en train de revenir à une fiscalité moyenâgeuse, médiévale, sur les signes extérieurs de richesse. Parce qu'au Moyen-Âge, c'était les portes et les fenêtres. Exactement. Les portes et les fenêtres parce que quand ils n'ont pas d'ordinateur, qu'ils n'ont pas de cadastre, etc. Jean-Louis. Attendez, faut pas exagérer. Le taux de prélèvement obligatoire en Grèce, c'est pratiquement le même que la France pour les administrations publiques. C'est les chiffres de l'OCDE. Vers des impôts, ils en payent, les Grecs. C'est loin d'être parfait. Il leur manque plein de choses. On est d'accord, il faut arrêter de dire qu'ils ne payent pas d'impôts. La TVA n'est pas rentrée tout simplement parce que quand vous êtes en récession de 7%, c'est sûr que vous avez un écroulement de toutes vos recettes. Il y a une entreprise grecque sur 4 qui a fermé l'année dernière. Une entreprise grecque sur 4 a fermé. Bien sûr que l'argent ne rentre pas. On a 20 secondes, on marque une pause, on parlera de la banque après et tout est lié en fait. Est-ce que vous considérez que ce qu'on a fait aujourd'hui en Grèce, le plan grec depuis mai 2010, est un échec ? Oui, je ne suis pas sûr, si vous voulez, et d'ailleurs le FMI l'a reconnu, que les choses aient été bien prises. C'est-à-dire qu'on a été tellement fort quand même sur les salaires, comme le dit Olivier, etc., que pour le coup, on a créé, et ça va continuer, une contraction du PIB, et ça, c'est quand même pas très malin, hein, parce qu'on oublie que le ratio, c'est un numérateur dette sur PIB, oui. Et voilà, si vous baissez le PIB, si vous voulez... Ça rejoint l'exemple de la TVA de voilà. Donc, par contre, il y a des réformes structurelles pour que la Grèce devienne un État, pour que les impôts, quand même, soient collectés pour que les entreprises privées jouent leur jeu. Parce que c'est comme en France, 57% de dépenses publiques dans le PIB, si vous voulez. On est à un niveau complètement socialisant en France. 57%. On ne peut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, on comprend que seules les entreprises privées créeront des emplois. Il n'y a plus une entreprise publique, il n'y a plus une collectivité locale qui va créer des emplois dans les 5 ans qui viennent. C'est terminé.
Ça, c'est sûr. Il y a Philippe qui dit, mais on marque une pause. Voilà, Nicolas, franchement, sérieusement, quels sont les dangers immédiats de la sortie de la Grèce de la zone euro? Merci de poser la question. Peut-on extrapoler? On va voir brièvement tout à l'heure, 9h28. BFM Business, jusqu'à 10h, Nicolas Dose et les experts. 9h, 10h, débat et controverse, Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Réaction d'auditeur, il y a Pierre qui dit la presque faillite de la Californie n'a pas eu autant de conséquences aux États-Unis que celle de la Grèce en Europe. Aussi, une Europe fédérale ne serait-elle pas une solution, Olivier Berruyer? Le fait qu'il y ait une compensation entre les États riches et moins riches quand ça ne va pas. Ah mais ça, c'est sûr que s'il y a ça, ça va mieux. Moi, je pose une question, que chacun réfléchisse. Est-ce que vous avez envie de mutualiser vos dettes avec celles des voisins de votre immeuble? Avez-vous envie de participer au financement de la dette du voisin du troisième parce qu'il a un souci à payer sa deuxième maison de campagne? Non mais je caricature pas, c'est ça la question. On le fait tous les jours, ça s'appelle Jean-Michel l'impôt. Steg. On le fait tous les jours, ça s'appelle l'impôt. La mutualisation justement de la vie en commun. La solidarité en France est payée par l'impôt. On le fait. Oui, non, mais que l'Île-de-France on paye mutualise. aussi pour les cancers du poumon des types qui ont fumé. On paye pour les amputations des types qui ont pris la voiture avec trop d'alcool dans le sang, etc. Ça fait J'ai pas de souci. Aujourd'hui, il y a un transfert en France entre l'Île-de-France et la Corrèze. Ça choque personne. Il n'y a pas de manifestation de gens d'Île-de-France pour aller dire quand même pourquoi on aide les Corréziens qui travaillent moins que les gens d'Île-de-France. Il y avait ça dans les années 60. Il y avait un journaliste de Paris Match qui J'ai faisait pas de ça. souci. La question, c'est est-ce que dans les 2 ans qui viennent, on est prêt à le faire pour la Grèce ou pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est la question. Mais on parle de la Grèce, on pourrait peut-être parler un petit peu de la France, parce que les problèmes de la Grèce, on parle comme si on était complètement extérieur et que nous, on était totalement immunes. Jean-Michel Steg, le président Le de problème Blackstone. que j'aimerais qu'on réalise tout de même, enfin je veux dire, ou à moins que je me trompe, mes camarades me diront si je me trompe, mais nous sommes nous aussi en train de financer nos prestations sociales et nos dépenses publiques avec l'emprunt extérieur international. On le fait toujours. Et quelle est la probabilité, la possibilité que rapidement, par exemple après la période électorale, on ait, nous aussi, comme les Grecs, des difficultés à emprunter sur les marchés l'argent dont nous avons besoin pour payer le RSA, le RMI ou les retraites. Jean-Pierre Petit nous a dit assez vite. Ah bah assez vite. Assez vite. Et donc c'est ça le sujet. Les Grecs, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les Français. Et donc, comment on va faire? Quelles sont les mesures structurelles? Et je suis d'accord avec tous que ces mesures structurelles doivent être prises, que nous devons prendre pendant la période où justement on a un petit peu de répit parce qu'il y a une politique monétaire accommodante. Mais actuellement, je suis inquiet, je dois dire, que ce ne soit pas le sujet principal du débat électoral qui est en train d'avoir lieu. Alors qu'il me semble qu'il y a totalement urgence. On est quand même en train de nous dire qu'on peut continuer à faire comme on faisait avant dans le débat électoral d'aujourd'hui. Oui, mais je crois, si vous voulez, que... Et on nous a presque présenté la récession d'hier comme étant le nouveau nuage de Tchernobyl. Vous savez, le truc qui tombe sur tout le monde sauf sur nous. En campagne électorale, c'est pas surprenant, mais moi je crois, Jean-Michel, que véritablement les Français sont conscients de ce qui va leur arriver, qu'ils vont pour ça qu'ils sont vivre à déprimés. crédit, qu'ils sont déprimés, etc. Je crois qu'il y a une forte conscience de tout ça, et précisément la Grèce, l'Italie, etc., ça les fait réfléchir. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont très très peur de tout ça. Mais en même temps, ce qu'il y a d'inquiétant sur le plan culturel, c'est la question posée par Olivier, c'est qu'ils se disent déjà, nous, on n'est pas si bien que ça, et on va devoir faire des efforts drastiques, réduire nos dépenses publiques, nos dépenses sociales, etc. Et en plus, on va nous demander d'aider des pays du Sud, etc. Et là, on n'en sortira jamais. Et ça, il y a une spirale qui est très inquiétante. On rentre dans un modèle de solidarité et de mutualisation, justement, absolument, comme vous dites, où c'est chacun pour soi. Et dans ce cas-là, je ne suis pas certain qu'on s'en tire très très bien. Là, vous avez posé la bonne question, Jean-Michel, tout à l'heure. Est-ce que les Européens veulent plus d'Europe? Aujourd'hui, les Allemands ne donnent pas l'impression de vouloir plus d'Europe, et en tout cas, ils sont très loin de l'idée de mutualiser les dettes. Voilà, mais si vous voulez, là, il y a tout un aspect pédagogique. Hein. Il faut pas présenter, je crois, les choses sous forme de transfert et tout. Il faut dire, attendez, vous avez 2 solutions. Hein. Ou c'est le repli sur soi. Et alors là, c'est absolument redoutable. Hein. On vit dans un monde concurrentiel avec une espèce de grande Suisse. Voilà, de grande Suisse avec en face les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc. Et là, je pense qu'on est quand même très très mal parti. Donc la sortie de crise, c'est quoi? C'est le projet européen. Et globalement, quand on regarde les données macroéconomiques européennes, on est en équilibre, on est même en excédent, etc. Que ce soit sur le plan extérieur, sur le plan... C'est la première puissance économique du monde encore. Donc si vous voulez, il faut absolument faire court. Oui, encore, mais on peut rester une puissance extrêmement importante si on reste unis. Si on commence à se désunir et à jouer le chacun pour soi et le repli sur soi, là, pour le coup, on va tous, y compris les Allemands, parce que les Allemands vont se retrouver avec un marque complètement réévalué, avec des clients européens qui n'auront plus les moyens d'acheter. À cause de la baisse du commerce. Hein. Donc on voit bien que
Oui. Mais Jean-Louis, est-ce que Oli- vous pensez Olivier qu'actuellement, Berruyer. sur la population grecque, ils ont le sentiment qu'il y a une forte solidarité de la part du reste de l'Union européenne envers eux? Enfin, je veux dire, il y a un des principaux journaux grecs, la semaine dernière, qui a titré avec une photo d'Angela Merkel avec un brassard nazi. Mais Enfin, bien on sûr, en est là, quand on est même. dans le dur maintenant, mais je veux dire, il y a une exaspération des Allemands aussi vis-à-vis des politiciens. Le mot est bien grecs. choisi, il y a une exaspération. On est plus facilement exaspéré par les politiciens d'un autre pays parce qu'on voit leurs jeux qui ne veulent pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Donc, je veux dire, ça, c'est aussi un petit peu exaspérant pour des Germains. Je veux dire. Mais je crois qu'il faut faire la part des choses, la part du feu, et comprendre que, de toute façon, la Grèce a vécu sur une bulle qui s'est dégonflée et qui va conduire à un ajustement de la baisse de leur niveau de vie significative, comme dans le reste de l'Europe, virgule, comme dans le reste de l'Europe, France y compris, et que c'est simplement, il faut trouver la ligne de crête qui permet que cette chose se fasse de manière relativement ordonnée et de manière pas trop cruelle, de manière relativement Et dans la efficace. durée, oui. Et dans la durée. Donc c'est pour ça, d'où le rôle sur lequel je reviens de Mario Draghi et de la Banque Centrale Européenne pour donner un petit peu de temps au temps. On va- Dans la diminution Très vite, Olivier, justement, parce que je voudrais qu'on passe à autre chose. du pouvoir d'achat, je dirais les conséquences, ça ne peut être que de la récession généralisée en Europe. Et s'il y a de la récession, si vous diminuez le pouvoir d'achat, vous diminuez le revenu global, donc le PIB, donc c'est pas, par hypothèse, vous diminuez le niveau de vie et le taux de croissance du pays. Et si la croissance diminue, vous n'arriverez pas à rembourser. La Peut-être machine la question, c'est à est-ce qu'il y a des croissance réformes qui continue marchent n'a pas encore été inventée, et quand on nous a dit qu'elle avait été inventée par le financement des mortgages, etc., c'était un mensonge. Donc pour l'instant, elle n'existait pas. On essaye de gérer ça le mieux possible. La banque d'un monde qui change. On a eu cette semaine les résultats de BNPP en baisse de 22% à tout de même 6 milliards d'euros. Mais il y a 3 milliards de provisions pour la Grèce. Ça n'est pas totalement anecdotique. Et puis les résultats de la Générale en baisse de presque 40% à 2,4 milliards d'euros. Jean-Louis Mullenbach et Jean-Michel Steg, selon vous, est-ce que ce sont des chiffres d'une année de crise, c'est tout? Ou alors les chiffres d'une banque qui change, d'une banque moins rentable, d'une banque qui gagnera moins, d'une banque qui va fonctionner Je crois différemment? On n'imagine pas à quelle vitesse cela change pour les banques. On a l'impression qu'il ne se passe rien dans les banques, il n'y a pas de régulation bancaire et tout, et que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, en Europe. C'est inimaginable ce qui se passe. Le business model est en train d'être complètement remis en Ces cause. chiffres-là sont donc révélateurs d'un nouvel univers. Totalement. Oui, bien sûr. Puis attendez, puis il y a des contraintes réglementaires qui arrivent sur le plan comptable, BAL 3, solvabilité 2, qu'on n'a pas encore, qui vont être absolument redoutables. Donc, Redoutable, ça veut dire que si vous voulez, elles sont regrettables. non, au contraire, si vous voulez, au contraire. Moi, je pense personnellement que c'est un peu comme pour la Grèce, si vous voulez. Ça va On casser fait les l'activité choses bancaire, un peu ces trop règles. vite. Moi, Le mark-to-market aurait tout cassé. je trouve, si vous voulez, qu'il y a BAL 3, ça prêterait à tout casser. il y a un effet de levier. Si vous voulez, c'est comme pour la Grèce. Si vous voulez, on a été trop loin, on a vécu trop à crédit. Les banques ont fait trop de levier. Le Et là, retour de brutalement, bâton- le retour de bâton est très violent, rapide. bien sûr. Au début, on leur dit on va vous imposer BAL 3 en 2019. Après, on leur dit c'est 2017. Après, on leur dit BAL 2,5 dès le 30 Dès le mois de juin, voilà. 2012, si vous voulez. Et ça, c'est pas très malin. C'est comme l'austérité synchronisée dont parlait Olivier, si vous voulez. On veut faire les choses trop vite. On passe d'un excès à l'autre. Je pense que véritablement, il fallait arrêter cette façon de travailler des banques qui nous mettaient tous en danger. Et on voit bien que les banques sans la BCE, elles seraient très très mal aujourd'hui. Mais là, pour le coup, ça va très très fort. Donc j'espère, si vous voulez, tout n'est pas encore réglé, vous le savez, au niveau de BAL 3 et de solvabilité 2. Il y a encore Qu'il y aura un peu de bon sens. il y aura un peu de bon sens J'ai quand même. rencontré un patron de PME hier qui était ulcéré d'entendre les patrons bancaires défiler sur BFM Business en disant, en affichant leurs profits, en affirmant qu'ils prêtaient aux entreprises, Ouais, parce qu'il dit c'est pas vrai. Quand on est une toute petite boîte et qu'on va chercher Bien sûr. 20 000 euros, c'est niette. C'est bien, C'est mais niette. c'est évident. Et quand on veut avoir de nouvelles banques, elles ne répondent plus. De toute façon, Nicolas, vous avez raison, le modèle est en train de changer fondamentalement. Michel Steg. Il est en train de changer parce que les banques ont fait des erreurs massives au cours des 15 dernières années. Le problème, c'est que pour corriger ces erreurs et leurs erreurs d'investissement, plutôt que dire comment faire pour que vous ne fassiez plus ces erreurs, on leur retire les fonds propres. On dit vous arrêtez de faire votre métier tout court. Et donc, si vous en faites moins, vous ferez moins d'erreurs. Mais avec, si j'ose dire, on jette un peu le bébé avec l'eau du bain et on jette le financement de l'économie qui repose tout de même sur un effet de levier. C'est à ça que servent tout de même les banques, c'est qu'elles prêtent plus que leurs fonds C'est le propres. principe du film, voilà. Exactement. Et donc, si on dit, écoutez, comme je ne vous fais pas confiance pour ne pas investir finalement de manière risquée dans des mortgages américains ou des obligations grecques, je réduis votre capacité globale de prêter et d'investir. Et peu importe que ce soit de bons ou de mauvais investissements. Et donc, les bons investissements sont freinés avec les mauvais. En même temps, on se rend compte que les règles Volcker qui arrivent aux États-Unis et qui seront actées avec la loi Dodd-Frank à compter du mois de juillet font que certaines banques
américaines commencent à délocaliser tranquillement leurs activités de trading pour compte propre parce qu'elles ne pourront plus le faire dans leur mur, alors elles le feront ailleurs. Oui, enfin, je ne suis pas totalement certain parce qu'elles restent tout de même très américaines. Je pense que leur choix principal, ça serait tout de même de faire suffisamment de lobbying en période électorale aux États-Unis pour que la loi Dodd-Frank soit très largement amendée. On va essayer de poser la question de Philippe quand même sur le danger immédiat de la sortie là, de la Grèce si ça devait arriver. Il est 9h45. BFM Business, 9h, 10h, Nicolas Dose et les experts. Réaction d'auditeur Alain dit Jean-Louis Bullenbach rêve complètement quand il imagine que les Français sont conscients de notre situation financière. Il n'est pas convaincu qu'aujourd'hui le pays a pris conscience de tout. Et avec Ludovic qui écrit si j'entends bien vos interlocuteurs, excepté Olivier Berruyer, la solution est de mutualiser nos pertes et de faire une grosse dette européenne sans rien changer au système. Non, on n'a pas dit sans rien changer au système, justement. Donc vous avez mal entendu puisque vous échanger le système, échanger. Jean-Michel Steg avec moi, donc patron de Blackstone en France, Jean-Louis Bullenbach, associé de Bello Bullenbach et Associés, et Olivier Berruyer qui est actuaire et animateur du blog www.lestradeunioncrise.fr. Bon, on va passer sur les banques, on aura l'occasion d'en reparler. Les choses changent. Bon, après, les artifices comptables, effectivement, permettent aussi de répondre aux exigences des régulateurs qui vont très vite, très fort, peut-être trop vite, peut-être trop fort. Mais enfin bon, ça ne va jamais. Dans un sens ou dans un autre, on n'est jamais content. On va évoquer un peu ce qui se passe chez nous avec la nouveauté de la semaine, évidemment l'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, et l'idée que recourir au référendum permettrait de réformer notre pays. Et en fait, au cours de cette heure, on a un peu ressassé la question posée par François Fillon tout à l'heure. Il a dit, il était chez RTL, Jean-Michel Apathy, et il dit la question pourrait être: approuvez-vous le transfert des crédits de la formation professionnelle vers la formation des demandeurs d'emploi? Ce qui veut dire en fait deux choses. D'abord, retirer effectivement aux partenaires sociaux la gestion de la formation professionnelle. Et ce qui veut dire en fait accorder ces crédits aux chômeurs et plus aux salariés. Aujourd'hui, les crédits de la formation professionnelle viennent largement de l'entreprise et bénéficient aux salariés. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a un peu un côté expropriation de la formation au profit des demandeurs d'emploi et plus des salariés. Bon, d'abord, l'histoire du référendum. Est-ce que vous pensez que c'est une arme de réforme? Nicolas Sarkozy, quand on fait confiance aux élites, au système habituel. Un peu par défaut, il le reconnaît, le système ne marche pas. Donc on peut le regretter. On préférait qu'effectivement les gouvernements fassent leur job, leur rôle, qui est de mettre en place des réformes qui peuvent être parfois difficiles, complexes et controversées. Et au bout d'un certain temps, ils disent, écoutez, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, donc il faut trancher de manière blanc ou noir, par référendum, de manière fréquente, ce qui n'est pas la tradition française, ce qui n'est pas un idéal. Mais si l'autre voie ne marche pas, je comprends un petit peu la position de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Comment les Français peuvent-ils comprendre, alors s'ils ne sont pas conscients de la situation des finances du pays, comment vont-ils comprendre une question posée comme ça? Approuvez-vous le transfert des crédits de la formation professionnelle? Il y aura un petit débat, je pense, avant le référendum. Oui, mais enfin, vous savez, les débats, une fois que la question a été posée, et puis que généralement il y a une espèce de biais, un peu une espèce de lecture impulsive du truc qui a été donné, le débat est clos souvent, malheureusement. Allez-y, Olivier Berruyer. Ceci étant, j'ai pas un souvenir qu'il y ait eu un débat sur ce point-là et un blocage sur l'histoire du transfert des fonds de la formation professionnelle. Cette mesure elle a l'air de sortir d'un chapeau. On nous dit, comme il y a un blocage, il faudrait faire ça par référendum, alors que, il n'y a pas de blocage, que deux, je ne vois pas ce qui empêcherait le Parlement de voter ça sans qu'il y ait forcément 3 millions de personnes dans la rue. Il n'y a pas de blocage, on n'en a jamais parlé véritablement, donc il ne peut pas y avoir de blocage. Le sujet n'a jamais été mis sur la table. Je ne vois pas qui va vraiment aller manifester contre ce genre de mesures, mis à part quelques... Mais le blocage, ce n'est pas forcément des gens dans la rue, c'est aussi la superstructure qui n'arrive pas à mettre en place justement des projets de loi ou de les débattre, parce que ça touche directement à leurs intérêts. C'est pas forcément 3 millions de personnes dans la rue. C'est un blocage en amont de ça. Jean-Louis Bullenbach, le référendum, arme ultime de réforme dans un pays irréformable comme le nôtre. Oui, s'il y a un blocage, effectivement. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy. Voilà, mais là, peut-être qu'il vaut mieux expliciter quand même davantage aux Français avant de leur poser la question, le sujet. C'est vrai, c'est qu'il y a 30... Moi, il se trouve que je connais très bien le système. Il y a 30 milliards d'euros quand même gérés par les syndicats. C'est franchement... quand je dis syndicats, MEDEF, CGPME, etc. On est bien d'accord. C'est géré de façon invraisemblable. Non, mais il y a des pertes en ligne. Peut-être qu'avec le rapport Pierre Huchot, que je n'ai pas encore lu, tout ça est révélé, mais il y a des pertes en ligne. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir des directeurs de cabinet, parce que je voyais des choses. J'étais nommé commissaire aux comptes dans les organismes paritaires, et d'ailleurs, j'ai obtenu raison, parce que des choses scandaleuses, si vous voulez. Et d'ailleurs, dès que j'ai menacé d'ailleurs d'aller voir le procureur de la République, etc., tout de suite, tout s'est régularisé. En Assemblée Générale, on m'a laissé devant 300 personnes dire ce qui se passait, etc., changer immédiatement cette façon de procéder. Il y a un autre directeur du cabinet dans le
logement qui m'a appelé en disant qu'il faut qu'on fasse la même chose parce qu'on est en situation de risque. On fait envie dans un monde, le monde paritaire, qui est invraisemblable. Donc on ne peut pas continuer comme ça c'est vrai. Mais il me semble qu'aller au référendum immédiatement, alors même qu'on a une campagne présidentielle et que quand un nouveau président arrive avec un programme, il a quand même énormément de pouvoir. Sur cette question-là, je trouve ça étonnant. Sincèrement, je trouve tout soumettre à référendum. Olivier Berruyer. Ouais, moi j'ai juste une proposition. Comme le référendum a l'air de chatouiller un peu Nicolas Sarkozy, il y a la semaine dernière, le gouvernement a déclaré l'urgence pour le vote du mécanisme européen de stabilité. C'est un engagement pour la France de 142 milliards, justement, pour solidariser les dettes. Ça pourrait faire l'objet d'un beau référendum, parce qu'en effet, c'est important, à mon sens, d'arriver à des mécanismes de solidarité. Ça ne se fera pas contre les peuples. Et si on veut engager aussi fortement et aussi lourdement des pays dans de la solidarité, il faut peut-être mieux demander l'avis de la population. Approuvez-vous l'engagement de la France à hauteur de 140 milliards d'euros pour abonder au mécanisme de financement de l'Europe ? Ça évitera d'arriver à un problème où, d'ici un an ou deux, on expliquera que la solidarité, en fait, le peuple n'en veut pas, comme on va le voir sur la Grèce, où le gouvernement est en train de signer toutes les promesses qu'il veut, alors qu'il a une très vaste partie de la population qui n'est pas d'accord. Mais c'est là où on voit le danger du référendum à tout va, Olivier. Vous auriez fait ça pour la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort. Jean-Louis Muhlenbach, on se rend bien compte de ce qui va se passer. On va vouloir utiliser ce référendum quand on connaît la réponse. Évidemment que si on fait un référendum, est-ce que vous êtes pour ou contre l'emploi à vie, on se dit qu'on va obtenir la réponse qu'on veut, alors on va faire le référendum. Et si on fait un référendum, en plus, encore faut-il que les gens aient compris la question, parce que si vous prenez, là je sors de ma compétence, mais l'histoire de l'immigration, si on pose par référendum la question, approuvez-vous le transfert de compétences du juge de détention et des libertés au juge administratif pour les décisions de reconduite à la frontière ? Je ne suis pas sûr que l'ensemble du pays réussisse à faire la synthèse de la question. Nicolas, c'est certain qu'on ne veut pas de démocratie directe. Enfin, je veux dire, en tout cas, ça sera un grand pas en arrière dans la démocratie. Le problème de la France, Nicolas, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les réformes structurelles. Il y a un certain nombre de réformes structurelles qu'il faut faire pour aller vers plus de compétitivité, vers moins de déficit, etc. C'est là-dessus, c'est lorsqu'il y a des blocages sur ce sujet, exclusivement, qu'il faut faire des référendums. Pas sur pas sur des histoires comme l'immigration, comme la solidarité européenne, etc. C'est pour débloquer une société qui est en voie de perdition. C'est tout. Et Jean-Louis a raison de dire perdition en perdition. Nous sommes là, je trouve que la situation en France est tout de même relativement grave et je suis un tout petit peu surpris d'une forme de légèreté et d'altérité du débat. On regarde à travers le prisme d'un petit pays un peu lointain comme la Grèce, alors que les questions se posent en France de manière relativement urgente. Et je suis personnellement inquiet de cette distanciation que je trouve un tout petit peu artificielle, parce que le retour de bâton au second semestre de l'année risque, une fois la période électorale passée, quel que soit le résultat de ces élections, risque d'être particulièrement douloureux et déstabilisant pour le tissu social français. Oui, mais Jean-Michel, quand en 6 ans, on n'a pas été capable de faire vraiment la moindre mesure, un tant soit peu importante, de réforme du pays ou de régulation du secteur financier, est-ce que de façon miraculeuse, vous pensez que ça va arriver dans les semaines qui viennent ? Malheureusement, je parle avec la facilité de quelqu'un qui n'a pas de responsabilité politique et n'en souhaite pas. Je dis simplement, quel que soit le passé, tout ce qu'on peut faire après, laisser aux historiens de faire le post-mortem des responsabilités des uns et des autres, ce qui a été fait, pas fait, je pense qu'il y a à faire. Par contre, ça, et qu'il y a une certaine urgence. C'est mon point. Quand on voit quand même ce qui nous est proposé aujourd'hui, on nous dit qu'on peut continuer finalement à dépenser 1100 milliards d'euros sur 2000 milliards de PIB. On nous dit qu'on peut espérer une meilleure retraite à 60 ans. Enfin, Eva Joly est allée jusqu'à proposer d'augmenter les minima sociaux de 50%. Non mais on a un risque de déclassement, si vous voulez. On continue à faire un tapis rouge fiscal au livret A, à l'assurance vie, à l'immobilier. Je ne pense pas que ce soit un projet d'avenir. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On ne pourra pas, je veux dire, en dehors des mesures recommandées par Eva Joly, on risque ce qu'on a actuellement. Je ne dis même pas de revenir sur la retraite à 60 ans. Je veux dire, on risque de ne pas pouvoir le financer par un recours à l'emprunt très rapidement. Très rapidement. Est-ce que vous pensez que, alors là on n'a vraiment pas le temps de développer, mais l'histoire du contrat de compétitivité qui consiste en fait à importer la pratique du Kurzarbeit allemand. Je suis industriel, j'ai conclu un accord d'entreprise, je peux donc m'affranchir d'accords individuels, l'activité baisse, je vais donc imposer à certains salariés quasiment du jour au lendemain d'être à temps partiel avec un salaire partiel et la promesse, l'engagement solennel que dès que ça ira mieux, je ferai machine inverse. Et plutôt que d'être au chômage.
Plutôt que d'être au Mais ça, chômage. c'est typiquement, si vous voulez, un sujet domaine, important. Enfin, je crois que la flexibilité du travail Bien sûr. permette aux entreprises, en fonction de la conjoncture, de préserver finalement l'emploi et les savoir-faire. Mais il Parce faut de que la c'est ça que ça veut confiance. dire. Ça ne peut marcher qu'avec de la Ça confiance. peut marcher qu'avec de la confiance, mais là on a un blocage. Oui, quand on nous dit que, quand la Chambre sociale de la Cour de cassation nous dit qu'il suffit qu'il y ait un salarié qui ne soit pas d'accord pour signer, ça bloque le système. Il faut faire sauter ce verrou. C'est évident. Et c'est l'intérêt des salariés. J'ai Absolument. exhumé, Il est plus fragile. J'ai Les plus exhumé fragiles, absolument. une phrase qui est dans le contrat de coalition sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates en Allemagne, dans l'agenda 2010, en 2005. Il est écrit exactement: même un travail mal payé et inconfortable est préférable à une non-activité financée par les transferts sociaux. C'est exactement l'état d'esprit de ce qu'on imagine dans le contrat de compétitivité. Mais c'est l'état d'esprit des gens, je pense, en France, en règle générale. Il faut leur donner ce crédit. Il faut leur donner les moyens que ça puisse se réaliser. D'ailleurs, il y a un tas de gens dans les entreprises qui travaillent comme ça depuis belle lurette, parce que c'est la seule façon de s'adapter au Dans la cycle réalité, conjoncturel. effectivement, dans la réalité, les gens font des choses qui ne sont pas prévues par le cadre réglementaire. On le voit bien, tout à fait. Bien. Eh bien, Ils sont écoutez, pas j'ai aussi encore eu les- irresponsables qu'on veut bien Est-ce le qu'on dire. peut dire juste un mot à bien? Allez-y. Vous savez que j'aime bien dire du Jean-Michel bien d'un Steg. CEO en général chaque fois que je viens. Et donc, La- hier, c'était les résultats d'AXA, un des grands groupes importants français dans le secteur financier extraordinairement difficile, qui a annoncé de plutôt bons résultats. Et je trouve que c'est confortant de voir que le travail sur la durée, dans un secteur qui est aussi fondamental pour nous, porte ses fruits. Et je voulais les en féliciter. Vous parlez d'Henri Decastre. Henri Decastre. Il est 9h59. 22